Dans cette vidéo, on va parler des gens qui ont un attachement dit anxieux en fin de relation. Alors, pour commencer, bonjour à tous les anxieux qui regardent aujourd'hui, mais ceux qui sont évitants sont les bienvenus aussi parce que ça parle aussi un peu d'eux dans cette vidéo. Si tu es anxieux, je vais te poser une question. Est-ce que tu arrives à te souvenir de ta dernière relation avec quelqu'un qui est évitant? Réfléchis bien. Oui, exactement, avec cette personne-là. Est-ce que tu te souviens du dernier message que tu as envoyé? C'est-à-dire en gros le message juste avant la rupture. Et si je devais miser de l'argent, je pense que cette phrase, cet SMS, ce WhatsApp, est une phrase qui est plutôt courte, presque polie. Et ensuite, plus rien. T'es parti net d'un coup. La personne en face de toi, qui est évitante, a sûrement pensé « il va revenir ». Elle bluffe. Il va rappeler, il rappelle toujours, sauf que cette fois-ci, t'as pas rappelé. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe réellement dans la tête d'un anxieux qui arrête d'insister, et aussi pourquoi est-ce que c'est l'un des gestes les plus difficiles, les plus coûteux qu'un être humain puisse faire. On verra aussi, pour finir, ce que ça déclenche chez l'autre, et je pense que tu vas être surpris. Alors, pourquoi est-ce que c'est le geste le plus difficile de ta vie ? Tout d'abord, il faut dire les choses clairement, si jamais on comptait le nombre de départs ou de ruptures au sein d'un même couple, il y aurait probablement plus de ruptures qui sont dues à l'évitant. Peut-être qu'il est parti une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et que c'est toi qui es parti la dernière fois. Donc l'évitant, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient, etc. L'anxieux, lui, il n'est pas pareil. Il reste, il s'accroche. Il marche sur des œufs pour pas faire fuir l'autre. Il essaye de mériter un amour qu'il n'a jamais vraiment reçu dans cette relation. Mais lorsqu'il part, il part pour de bon. Quand je dis que les gens anxieux insistent pour que ça fonctionne, ça ressemble pas toujours à des messages mignons d'amour. Par exemple, chez certains, ça peut être donner des choses, donner des objets, donner de l'argent. Ça peut être aussi de rendre des services. Ça peut être aussi tenter de résoudre les problèmes de l'autre. Tu as l'air d'être en difficulté parce que je ne veux pas que tu me quittes, je vais t'aider. Ça peut être aussi de comprendre l'autre au maximum parce que plus on le comprend, plus on peut supporter. Ça peut être également de devenir tellement indispensable en sauvant l'autre qu'on pense qu'il ne pourra jamais nous quitter. Ça a l'air d'être plutôt glorieux, plutôt généreux. En réalité, c'est juste ton anxiété qui est là. Plus je donne dans ta tête, moins j'ai de chances d'être quitté. Parce que comme tu l'auras compris, la plus grande peur d'une personne qui a un attachement anxieux, c'est précisément de perdre la relation. Demander à un anxieux de partir, ce serait comme forcer quelqu'un à faire du saut en élastique qui aurait le vertige, de sauter dans le vide. Il en a peur à l'extrême. Et lorsque l'anxieux finit par partir, tout à la fin, c'est que ses limites n'ont pas été un tout petit peu dépassées, même pas 2 fois dépassées. Elles ont été 1000 fois dépassées depuis extrêmement longtemps. Et il va réussir à faire ce qui lui fait le plus peur, partir de la relation. En 1969, John Bowlby, dont on parle souvent sur cette chaîne, qui a été le précurseur, l'inventeur de l'attachement évitant, anxieux et équilibré, explique la chose suivante. Lorsqu'une personne est coupée de sa figure d'attachement, alors il y aura toujours la même phase, la même séquence en 3 temps. Retenez bien parce que c'est très important pour la suite. Tout d'abord, lorsqu'on t'enlève ta figure d'attachement, peut-être ton mec, ta femme, dans ton cas, au début il y aura une protestation. On en reparle dans un instant. Ensuite va arriver le désespoir, puis finalement va arriver le détachement. Commençons par le premier. La protestation, c'est ce que ton entourage a vu pendant des mois, peut-être même des années avant la rupture. C'est quand ça marchait pas, quand t'as pas reçu assez d'amour et que ça ne t'allait pas. Tu protestais. C'est aussi les messages que t'as envoyé ton partenaire. T'as reformulé 3 fois tes questions, t'as fait attention de pas le déranger, t'as tenté de dialoguer, sauf qu'en fait, t'as eu un mur. Va s'en suivre désespoir, puis détachement. Détachement, c'est le moment où tu abandonnes, où tu pars. Le problème dans ces 3 phases, c'est qu'en réalité, l'autre n'a vu que la première. Il a vu la protestation. Et il a tiré une conclusion qui est fausse, cette personne évitante. Il s'est dit, si l'autre en face de moi met autant d'énergie pour le couple, marche sur des œufs, fait tout pour que ça se passe bien, alors il est capable de mettre une énergie illimitée pour rester dans le couple. Il se dit, tant que l'autre insiste, c'est qu'il y a de la marge. Et c'est exactement là qu'il y a l'erreur. Il ne se rend pas compte qu'au bout d'un moment, tu passeras dans la phase 2 et 3, c'est-à-dire désespoir, puis détachement. Non, ton énergie n'est pas illimitée. Une image très simple, imagine que tu es devant une machine à bonbons, il faut mettre des pièces dedans pour recueillir un bonbon. Tu mets une pièce, ça fonctionne, puis tu mets des pièces, ça marche pas. Tu passeras par ces mêmes choses. Protestation, tu iras voir le gérant, votre machine ne marche pas, désespoir ensuite, tu acceptera que cette machine est défectueuse, puis détachement. Et c'est exactement ce qui se passe avec une personne qui est anxieuse.
Au bout d'un moment, elle se rend compte que ça ne marche pas. Elle n'est pas rassurée par l'autre, elle n'est pas aimée, elle n'a pas les bons signaux. Et du coup, pendant les dernières semaines avant la rupture, bizarrement, l'anxieux n'envoie plus de messages de supplication. Il n'y a plus de tentatives de se connecter. Il n'y a plus de grandes conversations. L'autre en face te dit c'est bon signe. C'est parce que ça marche mieux entre nous, parce qu'il y a moins d'attente. En réalité, c'est le signal que ton système est en train de s'éteindre. Tu ne veux plus de cette relation, tu es en train de te résigner. Et au final, tu partiras pour une broutille. C'est-à-dire que la rupture finale, on pourrait se dire que c'est une grande tromperie, c'est un grand drame, c'est quelque chose de spectaculaire. Pas du tout. C'est la dernière goutte d'eau dans le système qui fait que ça déborde. Et l'autre en face de toi ne comprend pas. Tu as toujours tout supporté à l'infini, tu as toujours tout fait pour lui. Et tout à coup, tu pars pour un rien. Et il va se dire, mais il m'a quitté juste pour cette soirée-là, un mot mal compris, une mauvaise blague. En réalité, on ne quitte pas pour une broutille, on quitte parce qu'il y a eu des années où le fond n'était pas bon. Sauf que l'autre n'a rien vu. Alors maintenant qu'on a vu ta partie, voyons un peu ce qui se passe du côté de l'évitant. Pour lui, au début, c'est un soulagement, un réel soulagement. On l'a vu dans la vidéo la semaine dernière. Plus de pression pour être disponible émotionnellement, plus d'attente à gérer, plus de conversation à esquiver. Il est le plus heureux du monde. Tu le vois dans la rue, il a le grand sourire. Tu le vois sur les réseaux sociaux, super content. Et puis, va arriver le deuxième temps. Quelque chose qui est beaucoup plus profond. Beaucoup d'évitants rentrent en couple avec une conviction. Cette conviction, c'est « je serai abandonné ». Je ne dois pas trop m'attacher à cette personne. Ça finira mal de toute façon. Alors toi, quand tu pars, leur conclusion qui devrait être peut-être que j'aurais pu faire des efforts, peut-être que j'aurais pu nourrir cette relation. Pas du tout, c'est pas ça qu'ils pensent. Ils concluent par « je le savais ». Heureusement que je ne me suis pas attaché, j'ai encore été rejeté. Et ta décision de rupture vient renforcer une blessure qui existait déjà bien avant toi. Sauf qu'en fait, ça a été une auto-prophétie, et à force de pas s'attacher à toi, de pas communiquer avec toi, bien évidemment, t'as fini par partir. Mais dans leur tête, c'est parce que l'amour fait toujours mal. J'aimerais que tu penses à autre chose. C'est qu'il y a eu une distance émotionnelle tout le long. Et je penserais même que tu as été épuisé là-dedans pendant des mois. Et considère bien que chez certains évitants, c'est une stratégie pour bousiller le couple. En étant loin de toi, en te donnant le moins possible, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de détruire ce qui existe. Un jour ils s'éloignent, un jour ils reviennent. Un jour ils se donnent encore plus, puis ils reviennent. La relation devient invivable et finalement, c'est toi qui mettras un terme à ça. Maintenant, relis toute ta relation dans ta tête et demande-toi si c'était la faute à pas de chance qu'on soit séparés, ou si tout ceci n'a pas été prémédité, même inconsciemment par l'autre, depuis le début. Il a tout fait pour qu'on en arrive là et que la relation se sépare. Alors bien sûr, ce qu'il dira à vos amis, c'est pas qu'il a tout saboté depuis le début, et puis il pourra aussi dire que c'est lui la victime parce que c'est toi qui l'as quitté. Alors est-ce que ton départ peut créer un électrochoc et qu'il découvre quelque chose, qu'il ouvre les yeux? On dit que c'est lorsqu'on rabote le fond de l'océan mentalement qu'on se remet en question. C'est quand on va le plus mal. Et la réalité, c'est que parfois oui. Mais retiens bien ceci, c'est que ce déclic, cette envie de changer, si ça arrive, c'est à lui de gérer ça. T'es pas là pour le provoquer dans cette démarche. T'es pas là pour l'accélérer et t'es pas responsable de ses blessures d'enfance. Une courte parenthèse pour te dire de t'abonner déjà pour commencer, de mettre un like et si tu le souhaites, il y a aussi un lien pour m'appeler en coaching, c'est juste en dessous. J'aimerais qu'on vienne un petit peu à toi pour finir et qu'on voit un peu tes émotions après cette rupture. Parce que il va y avoir une tempête, bien évidemment. Quelqu'un qui a peur de l'abandon ne peut pas arriver à quitter quelqu'un et être zen juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tempête, tu vas la vivre. Tu seras ce petit bateau dans l'océan avec beaucoup de vent et des vagues de 10 mètres. Et cette tempête, elle aura deux formes, deux visages. D'un côté, tu auras une forme de fierté que tu n'as peut-être même jamais connue. Pour la première fois, tu as décidé de partir. Tu t'es choisi parce que tes besoins comptent. Et je vais dire quelque chose d'important, c'est que ça, c'est le début d'un comportement d'attachement sécure. Tu es en train de construire ta sécurité. Mais malheureusement, il y a l'autre côté, qui est beaucoup moins cool. Il y a la rumination, la culpabilité. Et c'est peut-être même quelque chose qui rumine dans ta tête, qui tourne en boucle la nuit. Est-ce que je l'ai blessé? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que peut-être que j'en ai trop demandé? Peut-être que j'aurais pu encore plus marcher sur des œufs? Et cette spirale anxieuse, elle a une origine. Beaucoup d'anxieux ont grandi dans des environnements, dans des familles où l'amour était instable. Et ils ont appris très tôt à gérer les émotions de tout le monde, en s'oubliant, bien évidemment. Mais il y a un piège qui est encore pire que ça.
Et aujourd'hui, tu es peut-être exactement dedans. Ce piège, c'est de chercher à comprendre. Te dire par exemple, si je comprends ses blessures, alors je pourrais l'excuser et on pourra avancer. Si ça se trouve, il me manque juste une pièce du puzzle. Si ça se trouve, ce couple aurait pu être génial. C'était juste à moi de mieux comprendre ce qui lui arrive et on aurait pu recommencer. Sauf qu'en réalité, en faisant ceci, tu es juste en train de trouver une raison pour supporter encore plus longtemps quelque chose d'encore plus dur. Si je sais que ton enfance a été triste, je pourrais supporter ta colère tous les soirs. Vers quoi tu te diriges? Oui, bien évidemment, tu le comprends. Sauf que, est-ce que tu as envie d'avoir de la colère chaque soir? Non. Parce que je comprends ton enfance, je comprends que tu vas fuir de manière permanente. Tu vas comprendre, oui. Est-ce que tu as envie de supporter plus de douleur en comprenant? Peut-être pas. Comprendre la douleur, c'est anesthésier son cerveau. Et il y a de fortes chances que dans cette tempête, entre les deux visages de la tempête, t'oscilles entre deux versions. Pendant 1 heure, tu vas te dire, et c'est ce que tu vas dire à tes copains, c'est un monstre. Regarde ce qu'il m'a fait, ce qu'il a dit. Et tes copines te diront, vas-y ma chérie, vas-y mon chéri, quitte-le, il mérite que tu partes pour toujours. Et puis il y a l'heure d'après. C'est plus un monstre que tu vois, c'est une âme en peine. C'est un enfant blessé qui est devenu adulte. Et c'est quelqu'un que tu peux sauver. Sauf qu'en réalité, ce n'est ni un monstre, ni une âme en peine. C'est juste ton cerveau qui est en train de construire deux caricatures d'une même personne. Un monstre extrême d'un côté, un saint, une personne blessée et fragile que tu dois aider. En réalité, mes amis, c'est pas comme un prêtre à la messe. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en réalité, tu n'avais pas à être parfait. Et sans rire, tu n'avais pas besoin d'être parfait pour qu'on t'aime. Tu n'avais pas besoin de tout donner à quelqu'un pour qu'on s'attache à toi, pour que tes efforts soient à peu près rendus. Tu n'avais pas à marcher sur des œufs pour qu'on s'intéresse à toi et à tes émotions. Et dis-toi bien une chose qui est peut-être la plus intéressante de cette vidéo, c'est que si jamais tu avais posé tes limites dès le début, si tu avais été toi-même imparfait, comme on l'est tous au passage, dès le début, avec des limites, cette relation se sera arrêtée bien plus tôt et ça aurait été une très bonne chose. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.